Lorsque j'étais étudiant en relations internationales, il y a quelques années, l'un des textes de référence dans le milieu académique au sein duquel j'évoluais était le fameux livre du politologue néoconservateur américain Francis Fukuyama. Ce livre, c'est bien sûr La fin de l'histoire, publié en 1992. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Selon Fukuyama, la fin de l'histoire serait advenue avec la chute du communisme. Plus spécifiquement, et afin de bien comprendre ce terme choc de fin de l'histoire, il faut savoir que l'une des idées centrales de cet essai, c'est que la fin de la guerre froide et donc la chute de l'URSS a consacré la victoire définitive de la démocratie libérale et du néolibéralisme sur toutes les idéologies et tous les modèles concurrents. En clair, la théorie de Fukuyama est une sorte de positivisme historique. Selon lui, la marche de l'histoire est telle qu'il est désormais impossible de faire marche arrière et d'imposer un modèle autre que celui de la démocratie libérale, lequel ferait désormais l'objet d'une espèce de consensus global. Pendant un certain temps, cette théorie pouvait sembler crédible dans l'esprit des partisans du modèle de la démocratie libérale et du monde globalisé. Cependant, la dimension exceptionnelle de l'invasion russe en Ukraine devrait suffire à rappeler aux idéologues atlantistes que ce schéma de pensée est totalement invalidé et peut-être déjà depuis longtemps. Invalidé non pas en raison de la nature exceptionnelle de ce conflit, ni même de sa localisation en Europe, ni même de sa dimension militaire et internationale, puisque les forces de la démocratie occidentale, à savoir l'OTAN, se sont elles-mêmes illustrées durant les années 90 et 2000 par des invasions militaires impérialistes autrement plus brutales, meurtrières et illégitimes, et surtout très hypocrites, y compris en Europe, qu'il s'agisse de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye ou encore de la Syrie. Comme on le sait, toutes ces invasions furent justifiées au nom, justement, de la démocratie. Par conséquent, selon le schéma de Fukuyama, ces invasions et ces guerres, dont le bilan humain est gigantesque, ne furent que l'extension inéluctable de la démocratie libérale, et non, donc pas, une rupture avec son modèle. Il semble cependant qu'au cours de ces 10 dernières années, la théorie de Fukuyama ait pris sérieusement du plomb dans l'aile. En réponse à la corruption des classes dirigeantes, au déclassement social de pans entiers de la classe moyenne, à l'immigration massive et plus généralement en réponse au chaos social manifestement généré par cette démocratie libérale, eh bien de vastes mouvements populistes, nationalistes, traditionalistes, identitaires, critiques des élites dirigeantes et de l'économie globalisée ont émergé aux quatre coins de l'Occident, remettant en cause le consensus multimorphe de la démocratie libérale, du néolibéralisme ainsi que de la société ouverte. Jusqu'à une période récente, il aurait pu être soutenu que ces mouvements de réaction populaire n'étaient que des soubresauts de réflexes éculés de vieux restes de l'état d'esprit du XXe siècle. Cependant, pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, l'irruption incongrue d'un Donald Trump à la présidence des États-Unis constitua une première rupture de taille dans le modèle de Fukuyama, d'autant plus que cette rupture se produisit là où peut-être on l'attendait le moins. Or, ce n'est pas Donald Trump qui fut lui-même l'élément central de son règne, mais ce fut bien cette nouvelle opinion publique américaine qui l'a porté, lui, aux affaires, faisant de lui, peut-être à tort, un champion du slogan « America First », allant jusqu'à occuper le Capitole pour s'opposer à la fraude électorale flagrante en janvier 2020. D'ailleurs, comme je l'avais mentionné à l'époque, la fraude électorale massive qui porta Joe Biden à la présidence des États-Unis, le concours à peine dissimulé de l'essentiel des médias mainstream, la répression massive des envahisseurs du Capitole, mais aussi la répression de l'ensemble des peuples occidentaux durant la pandémie du Covid, tout ceci constitua une sorte de plaidoyer définitif à l'encontre du système démocrate libéral, exposé désormais dans toute son hypocrisie à des millions de citoyens occidentaux. Ce grand dévoilement, ou plutôt ce grand réveil, pour reprendre l'expression du célèbre commentateur américain Alex Jones, fut d'autant plus massif qu'il fut accompagné par une prolifération de supports médiatiques indépendants, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur les réseaux sociaux. Plus encore, nous constatons depuis une dizaine d'années un raidissement extraordinaire du régime et de tous ses canaux de communication, qu'il s'agisse des médias oligarchiques subventionnés ou de la big tech. La propagande de la démocratie libérale ne s'inquiète plus de faire semblant de vouloir débattre ou de vouloir garantir une prétendue liberté d'expression. Désormais, le régime déploie sa rhétorique implacablement, même hors de toute logique et de toute cohérence. Ceux qui résistent au narratif ou veulent simplement en débattre seront catégorisés comme extrémistes, complotistes, psychopathes dangereux, toutes sortes de qualificatifs qui suffisent amplement à les discréditer auprès de la masse utile,
celle qui, par peur, par incapacité cognitive ou par intérêt de classe, suivra le narratif officiel, quoi qu'il en coûte. Pour le reste, la sophistication des outils numériques permet aujourd'hui justement une sophistication des moyens de répression, par l'ostracisation sociale ou encore plus bancaire. Pour être tout à fait fair-play avec Fukuyama, il faut noter quand même qu'il a publiquement tenu à modérer sa théorie en 2018, dans un article, en affirmant que la Chine constituait, selon lui, le plus grand défi à la fin de l'histoire, car en l'espace de 30 ans, ce pays, je cite, s'est modernisé sur le plan économique, tout en restant une dictature. Et c'est en effet ce que l'on voit se dessiner plus que jamais aujourd'hui, des modèles alternatifs. En cherchant à isoler économiquement la Russie ces derniers jours, l'Occident démocrate-libéral contribue en réalité à considérablement favoriser la constitution d'un pôle économique et politique eurasiatique extrêmement puissant. En attaquant l'Ukraine, Poutine a relancé l'histoire réelle, celle des puissances historiques et des aventures impériales, privilèges qu'on pensait réservés à l'axe atlantiste depuis 1945. Et l'initiative audacieuse mais cependant rationnelle de Poutine est tacitement soutenue par la Chine et l'Inde pour des raisons évidentes. De plus, ajoutons à cela que la réponse de l'axe atlantiste, c'est-à-dire principalement des États-Unis, est pour le moment extrêmement faible et exprime davantage la tendance hystérique au virtue signaling du libéral moderne que de la réaction froide d'une superpuissance ayant des buts bien déterminés. Il n'y a que les cerveaux malades de nos sociétés occidentales pour croire que les Russes seront vraiment impactés par le boycott de Netflix, de Disney, d'Instagram, de TikTok ou de McDonald's. Au contraire, ce genre de boycott a plutôt tout d'une bénédiction pour la santé mentale et morale du peuple russe. De la même manière, on a beaucoup glosé en Europe sur la victoire communicationnelle du régime ukrainien, qui est facilement parvenu, bien aidé certainement par les médias mainstream et la big tech, à obtenir le soutien immédiat et inconditionnel du citoyen golémique d'Occident. Mais que vaut ce succès d'estime dans des démocraties libérales qui viennent de démontrer ces 2 dernières années leur collusion complète avec l'oligarchie apatride qui contrôle et oriente les narratifs médiatiques et numériques? Quelle est la valeur de ces démocraties libérales telles que la France, l'Italie, l'Australie ou le Canada, qui ont impitoyablement réprimé les citoyens qui s'opposaient aux politiques sanitaires? Ainsi, il semble qu'on surestime beaucoup l'importance de ces victoires communicationnelles dans le cas de l'Ukraine. Car, dans tous les cas, la nouvelle opinion publique occidentale, laquelle représente entre 30 et 50% de la population selon les pays, refuse systématiquement désormais de suivre les narratifs officiels de l'empire du mensonge. En outre, la Russie représente un défi multipolaire réel, qui n'a rien à voir avec des pays de la taille de l'Irak de Saddam Hussein ou de la Libye de Kadhafi. Et outre les stratégies habituelles de dissuasion militaire, c'est la question énergétique et celle des matières premières qui constituent actuellement le véritable enjeu de cet affrontement. L'Occident atlantiste n'a usé que de sanctions relativement symboliques contre la Russie, et en ce faisant d'ailleurs, il s'est tiré une balle dans le pied. En se coupant des approvisionnements et des marchés russes, les régimes européens atlantistes ont immédiatement causé une hausse spectaculaire, au détriment de leur population, du prix de l'énergie ainsi que des céréales. Cette politique irrationnelle a même conduit à l'humiliation du gouvernement Biden, désormais obligé de subir les caprices de l'Arabie saoudite et même le mépris du Venezuela. Mais au-delà de ces questions géopolitiques et énergétiques, ce qui invalidera peut-être définitivement la thèse de Fukuyama, ce sera l'issue de l'affrontement entre le modèle de la démocratie libérale et celui des régimes illibéraux. Quelques signes permettent peut-être déjà d'appréhender l'issue de cet affrontement. La démocratie libérale favorise naturellement le règne des corrompus, des médiocres, des plutocrates, ainsi que des pouvoirs occultes. Surtout, partout où elle s'installe, elle favorise mécaniquement, principalement par le jeu électoraliste, une gouvernance erratique et court-termiste, constamment en état de rupture et de tension. Il s'agit là d'une conséquence irréfragable, propre à l'essence même de ce type de régime et d'idéologie. Il est donc important de comprendre que la démocratie libérale d'Occident, dont l'âge d'or fut probablement les années 80, 90 jusqu'à 2000, arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle, peut-être bientôt à la fin tout court. Car aujourd'hui, ce modèle est concurrencé, non pas par un totalitarisme caricatural qui n'existe que dans la tête des golems libéraux et des gauchistes, incapables de se rendre compte que l'ordre socio-économique des démocraties libérales a justement permis l'émergence d'une nouvelle forme de totalitarisme extrêmement subtile
que nous appelons le collectivisme oligarchique, système qui semble se fonder sur le pire du socialisme et le pire du capitalisme. Système auquel s'ajoute surtout une somme d'idéologies contre nature et de dogmes délirants qui ont précipité le déclin de l'anthropologie du monde blanc. Non, aujourd'hui, ce modèle est surtout concurrencé par le modèle chinois et par le modèle russe, pour une raison simple qui n'est pas une raison idéologique à proprement parler. En effet, ces modèles s'inscrivent dans le temps long, dans la résilience, dans la réalité de l'histoire passée, présente et future. Parfois avec quelques paradoxes, sans doute, mais avec assurément beaucoup plus de cohérence structurelle que les actuels régimes occidentaux. Ainsi, la Russie de Poutine doit assumer aussi bien son passé tsariste que les gloires de son passé stalinien. De même, la Chine doit composer plus finement encore avec son histoire traditionnelle bimillénaire et son passé maoïste récent toujours officiellement en cours. Poutine a pour l'instant réussi son pari à l'intérieur de la Fédération russe. En l'espace de 20 ans, il a purgé les oligarques parasitaires de l'ère de Boris Eltsine, tout en s'assurant le soutien au moins tacite des autres. Il a mis en place une politique volontariste de développement d'une économie de marché modérément libérale, tout en établissant un État stratège fort. Il a également développé une image de dirigeant solide et fiable, ainsi qu'une communication gouvernementale qui a fait ses preuves sur le long terme, aussi bien en Russie que d'ailleurs en Occident. En clair, Poutine et la classe dirigeante russe ont réussi le pari, peu évident à la base, d'une transition vers une forme de gouvernance nationale, souveraine, qui trouve un équilibre entre autorité exécutive forte et représentativité relativement organique d'une Russie multiethnique et multiconfessionnelle. La Chine poursuit un chemin analogue, bien que ses développements récents recèlent des aspects insoupçonnés de notre point de vue occidental. Classiquement, nous avons l'habitude de voir la Chine comme étant un État communiste, ce qui est vrai sur le papier, puisqu'aux dernières nouvelles, ce pays est dirigé par un inamovible parti communiste. Cependant, en observant la société chinoise et surtout son économie, il peut paraître difficile de croire que nous avons là affaire à un régime marxiste, stalinien ou même tout simplement maoïste. En fait, au risque d'en surprendre plus d'un, les spécialistes les plus pertinents de la Chine contemporaine considèrent qu'après la mort de Mao, une partie de la classe dirigeante chinoise s'est écartée de son modèle marxiste originel pour développer rien de moins qu'une forme moderne d'État fasciste, voire national-socialiste. Et aussi curieux que cela puisse paraître, ce constat semble assez proche de la réalité. Le politologue américain James Gregor, auteur du livre A Place in the Sun, Marxism and Fascism in China's Long Revolution, affirme la chose suivante, je cite « La Chine post-maoïste doit clairement être classée parmi une catégorie de régimes réactionnaires et focalisés sur le développement national typique du XXe siècle. L'Italie fasciste de Mussolini doit également être classée dans cette catégorie. La Chine de Deng Xiaoping et de Jiang Zemin doit l'être tout autant. Elle est une variante du fascisme contemporain. La Chine contemporaine offre toutes les apparences d'une sorte de système antilibéral, collectiviste, élitiste, militariste, plébiscitaire, nationaliste, réactionnaire et développementariste, dominé par un parti central. » Fin de citation. Ce passage du maoïsme révolutionnaire, violent et idéologique vers ce modèle nationaliste, ultra-réaliste et développementariste fut principalement l'œuvre du clan des réformateurs au sein du Parti communiste chinois, en particulier de figures comme Deng Xiaoping. Ces derniers avaient rapidement compris les limites du maoïsme idéologique, de la lutte des classes, de l'autarcie économique et de la révolution culturelle, et étaient revenus presque naturellement aux fondamentaux historiques naturels de la Chine impériale. Pour prendre leur revanche sur l'histoire et sur les puissances occidentales et japonaises qui les avaient jadis humiliés, les Chinois devaient opter pour un développement économique et industriel extrêmement rapide. Un tel objectif nécessitait évidemment une forme, je cite, de restauration du capitalisme, ainsi qu'une transformation du Parti communiste chinois en un, je cite encore, parti fasciste contre-révolutionnaire, et je ne fais que citer ici les termes prophétiques de l'économiste néo-marxiste français Charles Bettelheim. Ainsi, pour comprendre la nature de la Chine contemporaine et pour comprendre ce paradoxe apparent qu'est cette société à la fois ultra-capitaliste et néanmoins dirigée par un parti communiste central, il faut simplement réaliser que les réformistes post-maoïstes tels que Deng Xiaoping, bien que nominalement et effectivement communistes, étaient
et demeurent aujourd'hui encore je cite, de fervents nationalistes, et là encore je ne fais que reprendre l'expression employée par James Gregor. Et de fait, la Chine post-maoïste s'apparente quelque peu, dans sa trajectoire, à l'Union soviétique post-léniniste, avec des différences tout de même notables, puisque la Chine, sous Deng Xiaoping, a non seulement opté pour un développement économique et industriel frénétique, mais également pour une véritable ouverture aux marchés mondiaux. Cette approche radicalement pragmatique explique l'émergence fulgurante de la Chine comme superpuissance économique, politique et militaire dans le monde actuel, tellement puissante qu'elle constitue aujourd'hui la concurrente principale du bloc atlantiste. Cependant, là encore, à l'instar de la Russie et contrairement à l'Occident démocrate libéral, l'ouverture, le dynamisme de l'économie chinoise, ainsi même que son néo-impérialisme, ne sont pas parasités par l'idéologie multiculturaliste, ni par une certaine forme de décadence antinaturelle. Au contraire, comme en Russie, le caractère ethnique chinois, la morale traditionnelle et le sentiment nationaliste y sont très officiellement exaltés, bien que bien sûr, de notre point de vue de catholique, il nous faille drastiquement tempérer la compréhension de la notion de morale naturelle ou traditionnelle dans la Chine nationale communiste. En définitive, peu importe que vous soyez un poutinolâtre ou un poutinophobe, peu importe que vous soyez pro-chinois ou anti-chinois, en ce qui me concerne, je ne suis ni l'un ni l'autre, n'ayant aucune attache particulière ni avec la Russie schismatique, encore moins avec la Chine nationale communiste, mais le fait est que la Russie de Poutine, de même que la Chine de Xi Jinping, ont un avantage absolument déterminant par rapport aux nations de l'Occident démocrate libéral, y compris les États-Unis. Cet avantage, c'est tout simplement cette conformité factuelle aux réalités nationales, ou plus exactement, aux réalités impérialistes naturelles de ces deux ensembles historiques majeurs. Cette conformité permet à ces deux nations, notamment de par la forme de leur modèle politique et malgré des paradoxes historiques considérables, cela leur permet de s'inscrire dans une véritable politique du temps long et leur permet donc de transmettre gouvernement après gouvernement un même projet d'expansion cohérent en matière intérieure comme dans les affaires internationales. Alors qu'à l'inverse, l'Occident démocrate libéral semble s'enfoncer jour après jour vers un déclin systémique dont les conséquences sont difficiles à imaginer. La politique du temps long, en Occident, n'est certainement pas dictée par le théâtre électoraliste de la démocratie libérale. La fable de la souveraineté populaire et le mythe de l'égalitarisme citoyen ne continuent de vivre que dans l'esprit de la foule naïve, aussi bien d'ailleurs au sein du peuple régimiste d'extrême centre qu'au sein d'une partie de la nouvelle opinion publique. En réalité, la politique du temps long, en Occident, est dictée par les oligarques, les mafias occultes, les élites thalassocratiques qu'on appelle tantôt technocrates, hyperclasse mondiale ou État profond. Le problème étant précisément que ces élites, par idéologie, par malice ou par simple hubris, mènent cette politique dans le mépris le plus absolu de l'histoire réelle, de l'intérêt national ou du bien commun. Tout ceci annonce donc l'effondrement inéluctable de l'ère des démocraties libérales en Occident. Par conséquent, il est prouvé que la théorie de Francis Fukuyama est résolument fausse dans ses aspects les plus essentiels. L'histoire de ce monde n'est pas finie et il n'appartient qu'au roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, de venir une seconde fois pour annoncer quand l'heure sera venue de rendre des comptes. Alors, que faut-il conclure de tout ceci ? Tout d'abord, il faut espérer que la nature proprement perverse du régime de démocratie libérale n'entraîne pas l'Occident vers une chute telle qu'elle conduirait à sa sujétion à la puissance russe ou chinoise. Or, si une ou plusieurs nations ne se lèvent pas pour mettre fin à cette situation, il se pourrait bien qu'on se dirige vers ce scénario d'ici la fin de ce siècle. À la prétention de Fukuyama à la fin de l'histoire, il faut donc opposer notre théorie de l'histoire réelle, dont le roi, nous le rappelons, est nul autre que Dieu lui-même, Jésus-Christ, roi de l'histoire. Qu'elle demeure en entité nationale séparée ou qu'elle se décide à former un bloc continental cohérent, les nations européennes doivent donc rompre avec 200 ans d'erreurs et revenir sur le chemin sûr de l'histoire réelle, celle qui correspond à leur destinée naturelle et plus encore à leur destinée surnaturelle avec laquelle elles ont scandaleusement rompu. La solution, nous sommes quelques-uns à la connaître, tant sur le plan spirituel que politique. Sur la forme et la méthode, il y a certainement des inspirations à trouver dans l'histoire récente des entités russes et chinoises, même si sur le fond, bien sûr, bien entendu, il n'y a que des oppositions fondamentales sur le plan idéologique. Quoi qu'il en soit, il est clair que sur le plan politique,
L'avenir de la France, de l'Europe ou de l'Occident sera illibéral, voire carrément antilibéral, ou il ne sera tout simplement pas.